À quoi tenons-nous le plus dans nos sociétés modernes? À la liberté de nous divertir, de parler, de débattre, d'exprimer nos opinions, de lire, d'écrire, ainsi qu'à la science et à la technologie qui rendent toutes ces choses possibles. Ces libertés ne doivent rien au hasard. Elles ont été conquises grâce au courage de quelques visionnaires à une époque fascinante de l'histoire. Tout commence au XVIIe siècle en Europe. En un peu plus de 100 ans, la foi religieuse va être supplantée par l'argumentation raisonnée et l'hégémonie de la noblesse par celle de la connaissance. Cette bataille remportée de haute lutte contre une église toute puissante et des souverains impitoyables a posé les fondations de notre monde moderne et marqué les débuts du siècle des Lumières. On trouve parmi ces figures emblématiques Isaac Newton, qui a démocratisé la connaissance en inventant la science moderne. Denis Diderot, qui a défié la mainmise de l'Église sur la connaissance. Le marquis de Pombal, qui a fait bâtir une ville moderne pour les habitants de Lisbonne. Et Erasme Darwin, dont les découvertes d'avant-garde ont remis en question le monopole de la vérité auquel prétendait l'Église. Notre récit des Lumières débute à la fin du XVIIe siècle en Angleterre avec Isaac Newton, le fondateur de la science moderne. L'existence est alors largement axée sur l'obéissance et la croyance. Les gens obéissent à l'Église, qui les exhorte à obéir au roi sous prétexte qu'il a été désigné par Dieu. Les gens croient ce qui est écrit dans la Bible et non ce qu'ils découvrent par eux-mêmes. Et selon la Bible, la Terre et tout ce qui existe a été créé par Dieu il y a quelques milliers d'années seulement, et les premiers êtres humains ont été chassés du paradis pour lui avoir désobéi. Isaac Newton affirme que la connaissance n'est pas le fruit d'une foi aveugle, mais le résultat de l'observation, qu'elle se trouve dans le monde qui nous entoure et pas uniquement dans la Bible. Il établit des lois universelles pour ce que nous appelons aujourd'hui la science, une de ces lois étant qu'elle est accessible à tous. Tout le monde sait qu'Isaac Newton a développé la théorie de l'attraction universelle en regardant une pomme tomber par terre. Les faits se sont-ils effectivement déroulés ainsi? Nous l'ignorons. Ce que nous savons en revanche, c'est que peu avant sa mort, il a raconté la même histoire à 4 personnes différentes, ce qui tendrait à prouver qu'il voulait convaincre les gens que c'était la vérité. Il était assis sous un pommier et il a vu une pomme tomber sur le sol. Une chose qu'il avait vue des centaines de fois, mais cette fois c'était différent. Il s'est demandé pourquoi la pomme tombait systématiquement, au lieu d'aller sur le côté ou de monter. Le génie de Newton est de voir des choses là où la majorité des gens ne voient rien. Au lieu d'un espace vide entre la pomme et le sol, Newton voit une force qui attire n'importe quel objet vers la Terre, la gravitation. Newton a dit « c'est une seule et même force, à savoir la gravitation universelle qui fait tomber les pommes de l'arbre et qui fait tourner la Lune autour de la Terre et la Terre autour du Soleil ».
Isaac Newton a découvert une loi universelle. Il est alors âgé d'une vingtaine d'années et se soucie peu de communiquer sa théorie. Il consigne ses découvertes en latin dans un ouvrage quasi incompréhensible. Puis il s'enterre à l'université de Cambridge. Il semble que c'était un homme renfermé, complexe, tourmenté, et un professeur épouvantable. En le voyant passer dans la rue, certains de ses étudiants disaient « c'est le type qui fait cours au mur », une façon de dire que personne ne venait à ses conférences. Mais sa découverte des lois invisibles qui régissent tous les phénomènes naturels est trop révolutionnaire pour rester enfermé dans un livre. Newton se fichait éperdument que d'autres que lui puissent comprendre la théorie de la gravitation universelle. Mais ceux qui suivaient ses travaux au XVIIIe siècle la comprenaient. Cette théorie peut être démontrée grâce à l'instrument que j'ai devant moi, un planétaire, qui figure le système solaire et modélise la trajectoire et la révolution des 5 planètes autour du Soleil. Les conférenciers faisaient le tour du pays munis d'un planétaire pour démontrer les lois du mouvement et de l'attraction universelle. Ces démonstrations sont même des sujets de tableau. Ce tableau résume parfaitement l'esprit des Lumières. Un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants est rassemblé autour du planétaire pour observer le fonctionnement du système solaire. Dans le coin supérieur, un rideau vert découvre une étagère de livres dévoilant les connaissances écrites, les mots. La tension qui règne à cette époque est magnifiquement rendue par le contraste entre la lumière et l'obscurité. D'un côté, la lumière qui révèle la vérité et la connaissance. De l'autre, l'obscurité. Une obscurité dissimulatrice qui ne nous dit pas tout ce que nous devons savoir sur le monde dans lequel nous vivons. Malgré ses lois répressives, Paris devient peu à peu une ville florissante et enivrante qui attire les jeunes provinciaux espérant y faire carrière grâce à leur esprit. Parmi eux, cet homme, Denis Diderot. Contrairement à Voltaire, Diderot ne fréquente pas l'élite aristocratique. Il est célèbre pour avoir supervisé la rédaction de l'Encyclopédie, le symbole de l'œuvre des Lumières. Mais à peine s'est-il lancé dans ce vaste projet qu'une autre de ses œuvres est visée par la censure. En 1749, Diderot a été emprisonné au château de Vincennes, peut-être dans cette cellule. Il avait osé écrire un livre dans lequel il affirmait que le savoir venait des sens, et non d'une révélation divine. Pour le roi, c'était une provocation qui justifiait son arrestation. Bien que Diderot ait été incarcéré en plein été, son geôlier lui apportait chaque jour 2 bougies. Au bout de quelques jours, il a dit au geôlier qu'il pouvait les rapporter, qu'il n'en avait pas besoin, qu'il y avait assez de lumière. Mais le geôlier lui a répondu « Garde-les, tu pourrais en avoir besoin durant les longues soirées d'hiver ». C'est à ce moment-là qu'il a compris que son séjour en prison pourrait se prolonger durant des mois, des années, au bon vouloir du roi. Mais son incarcération l'éloigne surtout de son grand projet, l'encyclopédie, qu'il venait juste de commencer. Il veut rassembler la crème des intellectuels de son époque et produire une série d'ouvrages sur la philosophie et les idées,
mais aussi sur les arts et métiers, expliqués dans les moindres détails. Jusqu'à présent, personne n'a jugé utile de compiler ces connaissances pratiques. Mais Diderot et les encyclopédistes s'intéressent aux gens ordinaires, ceux que nul n'a jamais pris la peine d'écouter. En s'intéressant aux activités manuelles, l'encyclopédie a donné ses lettres de noblesse aux artisans, à une époque où seuls les aristocrates jouissaient de considération. Un intérêt dû au fait que Diderot était originaire de province, de Langres en Champagne. Son père y était coutelier et forgeait des lames. Il était très doué et voulait que son fils prenne la relève. Mais au bout d'une semaine, Diderot a compris qu'il n'était pas fait pour cela. Ce qui ne l'empêchait pas d'être fier de son père et de son métier, fier qu'il produise quelque chose de ses mains, soit tout le contraire du clergé et de l'aristocratie qui gouvernait la France. La prison ne décourage pas Diderot et n'émousse pas non plus ses opinions radicales. Mais il réalise que son projet va scandaliser les autorités, en particulier l'Église. Il ne fallait pas être trop subversif, car à cette époque, vos paroles pouvaient vous valoir l'emprisonnement, mais aussi la mort, de manière extrêmement barbare parfois. Au vu des enjeux, Diderot doit rivaliser d'ingéniosité pour déjouer les censeurs. Ici, par exemple, dans le système des connaissances humaines, si vous regardez bien, vous voyez que la théologie figure tout en haut. C'était évidemment pour plaire aux censeurs. Mais au chapitre de la religion succède immédiatement celui de la magie noire. Même la table des matières a un sens caché. Dans le monde de Diderot, il n'y a pas de place pour la foi en un Dieu, quel qu'il soit. Il dissimule ses attaques contre l'Église, notamment dans un système de renvoi qui, par exemple, associe Eucharistie et cannibalisme. Son esprit et son audace lui attirent des inimitiés, mais aussi des amis, dont fait partie Madame de Pompadour, la maîtresse du roi. On la voit ici représentée avec un exemplaire de l'encyclopédie. Grâce à ses amis haut placés, Diderot quitte son cachot au bout de 3 mois. Le roi et les censeurs considèrent désormais le grand projet de Diderot comme une activité potentiellement très rentable. Malgré le harcèlement de l'Église, les encyclopédistes consacrent les 26 années suivantes à mettre au monde leur grande œuvre. « 20 millions de mots pour 28 volumes. Chaque caractère est placé à la main pour composer une phrase. On fait appel à des centaines de typographes, de tanneurs, d'imprimeurs et de relieurs. Diderot a payé le prix fort pour donner naissance à son encyclopédie. Il a fait 3 mois de prison, mais en 1751, il la tient enfin dans ses mains. Le premier volume connaît un succès foudroyant. Son incarcération et l'encyclopédie l'ont rendu célèbre, et c'est ce qu'il voulait. Il reçoit même une lettre de félicitations de la part de Voltaire, qui le surnomme le Socrate moderne. L'œuvre monumentale de Diderot a rempli sa mission, apporter respect et reconnaissance aux petites gens. Mais la plupart n'auront jamais l'occasion de lire l'encyclopédie. L'encyclopédie était un livre très cher.
Il coûtait quelque chose comme 980 livres. Sachant qu'un artisan de l'époque gagnait au mieux 15 livres par semaine, il n'aurait jamais pu se l'offrir. Les lecteurs étaient essentiellement issus de l'élite sociale. Et même pour ceux qui en ont les moyens, acheter un livre peut s'avérer risqué. Au XVIIIe siècle, la moitié des livres publiés en France étaient interdits et vendus sous le manteau. L'encyclopédie elle-même a été bannie durant plusieurs années. Mais pour citer Diderot, un livre interdit est un livre lu. Diderot constate que la polémique sert l'encyclopédie et malgré les risques, son succès dope l'industrie de l'édition. Alors que l'apprentissage de la lecture se généralise, toutes les couches sociales ont désormais accès aux idées, à l'information, au vaste monde. Diderot, qui voulait diffuser la connaissance partout dans le monde, est sur le point de voir son rêve exaucé. Mais l'Église contre-attaque. Son chef suprême, le pape, condamne l'encyclopédie et ordonne qu'elle soit brûlée. Il déclare que tous les catholiques qui la liront connaîtront la damnation éternelle.